Bonjour, mon nom est Jean-François Côté, entrepreneur en services financiers et co-animateur de ce podcast. Nous sommes très heureux, Maxime et moi, de revenir pour la deuxième saison de Profession Entrepreneur. Nous avons le privilège de rencontrer des entrepreneurs inspirants, d'explorer leur parcours et de partager leur histoire captivante avec nous. Aujourd'hui, pour le 11e épisode, nous accueillerons M. Olivier Cuilleré de Fauve, une entreprise spécialisée dans le recrutement. Opérant entre le Québec et la France, cet épisode vous fera découvrir un entrepreneur à la fois humble, passionné et résilient. Bonne écoute! Hey! Comment c'est le temps? On sait pas trop. Salut, Oli! Salut! Comment Merci. ça va? Bonjour! Bon matin, Olivier. Olivier Cuilleré ce matin. Parce qu'on on est ce matin. On est ce matin. Olivier, un de mes amis de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Voilà. Aussi président de Fauve, une firme de recrutement. Appelez ça même. On dit-tu recrutement ou chasseur de tête ou les deux? Ou... Les deux, je te dirais. C'est sûr qu'on n'est pas une agence de placement, on est vraiment une firme. Exact. Une firme boutique, je dirais même plutôt. Spécialisée dans toute à la fois la chasse de tête à la fois des niveaux de professionnels, mais aussi de cadres intermédiaires et cadres supérieurs. Excellent. Puis aussi, plein de trucs. Moi, je suis content que tu aies accepté notre invitation, Olivier. Il y a bien des choses avec toi que je voulais un peu parler. On va y aller dans le podcast, mais tu sais, les gens vont, même si ils nous regardent ou s'ils nous écoutent, parce qu'on est filmé et sur toutes les plateformes de podcast, ils vont entendre ton petit accent du bas du fleuve. Non, mais en fait, Olivier, je vais te laisser peut-être te présenter un peu, nous donner ton histoire. On aime ça y aller dans différents volets. Au début, peut-être ta jeunesse. Évidemment, là, tu as un accent français. Donc, nous expliquer un peu comment tu es arrivé, oui, ici, mais aussi l'entrepreneuriat. Ça arrive à quel âge? Ça arrive comment dans ta vie? Puis après ça, il y a plein de choses autour de ça, justement, parce que vous avez un bureau encore, tu as une firme aussi là-bas. En France, oui. Plusieurs bureaux. Plusieurs bureaux en France. Donc, récemment. Toi, tu as aussi la possibilité, la chance ou l'opportunité, en fait, de voyager beaucoup pour le travail. Et donc, on va essayer aussi de regarder tout ça, tu sais, l'équilibre dans... juste une business ici à Québec, des fois c'est compliqué, mais quand on va en plus multi-site au Québec, c'est compliqué. Là, outre-mer, ça doit être quelque chose. Puis ça doit pas être non plus être la même mentalité d'affaires. Les Québécois, les Français, tout ça. Donc, ça fait partie des choses, Oli, qu'on veut jaser avec toi. Fait que je vais te laisser nous donner ton histoire. Je sais pas si je vais vous faire la ligne de vie comme on fait justement dans IO, mais je peux vous faire un peu les hauts et les bas très rapidement. En fait, moi, je suis né donc en France, à Clermont-Ferrand. Clermont, c'est en plein centre de la France, en Auvergne, un pays, une région magnifique, extraordinaire, où j'ai passé la grande majorité de ma jeunesse, une très belle jeunesse, entourée de gens extraordinaires, premièrement de parents et d'une famille qui nous ont bien supportés, mes deux frères et moi. Et il y a 25 ans, j'ai décidé en fait de venir habiter au Québec. À la base, c'est venu d'un voyage qu'on a fait avec mes parents. Enfin non, mes parents sont venus ici au Québec en 89. Ils sont venus avec le jumelage. En fait, ils ont accueilli des Québécois dans un premier temps d'une petite ville à côté de Montréal qui s'appelle Châteauguay. Et nous, on habitait un tout petit village de 3000 habitants. Mon père était conseiller municipal, enfin, c'était plus le clown du conseil. Et le maire de notre village n'a pas voulu recevoir le maire de Châteauguay, Québec, et c'est mes parents qui l'ont reçu. Et c'est devenu des amis très proches. Mon frère et moi, à ce moment-là, quand ils sont venus, on n'était pas là, on était encore en scout. Et quand on est revenu, après 3 semaines, on a entendu parler des Québécois pendant 3 mois, non-stop. Et à ce moment-là, mes parents ont décidé, avec les Québécois, de venir visiter le Québec à Noël en 89.
Et on est venu avec eux et ça a été vraiment un coup de foudre pour moi. Surtout, je vous dirais, le coup de foudre des grands espaces. J'ai trouvé ça hallucinant. Puis vraiment, l'accueil des Québécois, c'était vraiment très particulier. Et j'avais dit à mes parents, moi, un jour, j'aimerais ça venir faire mes études ou faire quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé en 98 ou 99. En fait, je suis venu faire un stage de longue durée où j'étais dans un premier temps chez Danone. Et j'avais un contrat avec Danone pour 15 mois. Et au bout de 3 mois, j'étais aux ventes. Puis au bout de 3 mois, je devais passer au marketing. Et là, pour toutes sortes de raisons, certainement une partie qui m'appartenait, une autre partie qui appartenait au directeur des ventes avec qui j'ai travaillé. On a arrêté le contrat. Et là, ma conjointe était venue avec moi. On était tous les deux. Elle était chez Pepsi, moi j'étais chez Danone. Elle avait un contrat vraiment de 15 mois. Et là, on habitait, si vous connaissez un petit peu, on habitait sur le bord du lac Saint-Louis, à Léry. Petit chalet avec le petit, on avait acheté un petit 4x4. J'avais déjà le chien. J'allais à la pêche tous les soirs. C'était exceptionnel. Et du jour au lendemain, c'était fini. Là, ça a été un de mes premiers échecs, entre guillemets, échecs professionnels. J'ai trouvé ça bien difficile. Mais je me suis dit, c'est pas vrai que je vais repartir en France. Ma conjointe, elle tripait chez Pepsi. Que là, j'ai été à un salon de l'emploi. Et à ce salon de l'emploi, je disais à tout le monde, je veux un stage de 13 mois ou 14 mois. Les gens me prenaient pour des fous parce qu'au Québec, des stages de longue durée, c'était pas très existant à l'époque. Et finalement, j'ai trouvé une job chez Adecco, à l'époque, qui était que moi, je connaissais très bien. C'est le leader mondial des ressources humaines à travers le monde. Et j'ai eu un déclic extraordinaire à l'époque avec les gens de l'époque, entre autres Rémi Tremblay, qui est un gars de Québec, de Chicoutimi. Ouais. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et finalement, au lieu de rester là quelques mois, j'ai fait mon stage. Je suis retourné en France terminer mes études alors que j'ai essayé de négocier de ne pas les terminer en France, mais ils ont voulu. Et finalement, je suis revenu. J'ai passé après 6 ans chez Adecco. C'était pas une vie d'entrepreneur, là. C'était plus comme salarié. Mais j'ai vécu des expériences extraordinaires et j'ai côtoyé des gens vraiment fabuleux. Et j'ai vraiment eu la chance, je dirais, d'être baigné dans le Québec pur parce que je me suis beaucoup promené aussi chez Adecco à travers le Québec. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc, le petit voyage qui devait durer 15 mois, au bout de 15 mois, ma conjointe et moi, je lui ai dit, elle me dit, moi, je ne resterai pas plus de 3 ans. Puis finalement, ça fait 25 ans qu'on est là. Après avoir eu, je vous dirais, notre premier enfant, Anaïs, ça a été vraiment un non-retour. On s'est dit, c'est là qu'on veut faire notre vie. Puis je vous dirais, encore aujourd'hui, puis je vous en parlerai plus tout à l'heure avec la France, on parle la même langue à peu près que les Français, à peu près. Mettre un peu plus d'anglais en France. Mais on est vraiment dans une culture nord-américaine, une culture très, très différente de la culture française, sur toutes sortes de points de vue. Mais je vous dirais en partie, et c'est ce qui m'avait un peu traumatisé au début chez Adecco, quand au début j'étais chez Adecco, que je voyais les femmes, parce que j'étais entouré de femmes, qui partaient vers 4h30, 5h, et je me disais, mais what the fuck, c'est quoi ce problème? Oui, ça n'existe pas chez nous, là. Les gens, ils restent jusqu'à 9h pour faire du présentéisme. Puis, au bout de... Comme ça s'était moyennement passé chez Danone, je me suis dit, je vais me calmer, là, je vais être tranquille. Mais bon, on ne retient pas le naturel. Que rapidement, je leur ai demandé pourquoi vous partez si tôt. Puis, en fait, elles m'ont dit, on a des enfants, la garderie, ça finit vers 5-6 heures. Puis nous, on ne fait pas des enfants pour que ce soit quelqu'un d'autre qui les élève, donc on va les chercher. Que ça, vous voyez, c'est déjà un des éléments dans le business. Ouais, un clash énorme entre la France et le Québec. Je ne jugerais peut-être pas dans tout le reste du Canada, mais je pense que c'est quand même... Le Québec est particulièrement proche de sa famille, de son équilibre. Et en même temps, ça, je dirais, je dirais pas que je pourrais faire une thèse sur la France et le Québec, mais il y a des éléments vraiment intéressants qu'on a soulevés très rapidement. Et entre autres, le fait que de rentrer... Les Québécois sont très, très faciles d'approche, mais rentrer dans la bulle d'un Québécois, aller chez lui, aller prendre un café chez lui, aller souper chez un Québécois, surtout si c'était pas du cercle proche, on s'est aperçu, nous, que c'était pas évident.
beaucoup moins pour moi que pour ma femme, parce que moi, je suis un maniaque de chasse et pêche, donc je me suis fait des amis, pas des Français là, qui est sur le plateau de Mont-Royal, là, plus des Québécois. Donc j'ai eu plus de facilité à ce niveau-là, mais je vous dirais que ça reste quelque chose de particulier qui est propre à, je ne sais pas si c'est au Québec ou au reste du Canada, mais que peut-être vous voyez pas, mais qui est spécial. Chez nous, quand tu passes devant, quel que soit le moment, en gros, si tu passes devant un ami proche et que tu t'arrêtes chez lui, puis tu sonnes pas, tu le préviens pas, puis s'il n'a pas le goût de te voir, il va te dire des cris. Puis sinon, il va te payer un café. Tout simplement, au Québec, je pense que ce bout-là... On fait pas ça. C'est ça. La notion du feedback... On réserve 2-3 fins de semaine d'avance. C'est ça. Donc, c'est... Puis je pense qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Je pense que c'est particulier, puis c'est c'est propre, comme ça. hein. Puis, c'est ça. Mais quand on revient... et puis pour la petite histoire de Danone, comme quoi le monde est petit, hein. Après avoir travaillé chez Adecco, j'ai eu ma première expérience d'entrepreneur comme associé minoritaire, chose que je vous dirais, je ne suis pas sûr que je referai. Ouais, c'est ça. Mais j'étais dans une firme de consultation qui s'appelait Dolmen à l'époque. Et à un moment donné, on avait différentes pratiques, entre autres de la chasse de tête. Et on avait mon collègue qui s'occupait de la chasse de tête rencontré une personne qui était à la recherche en transition de carrière. Puis à la fin de sa rencontre, il me dit « Olivier, tu devrais prendre un moment avec elle. » Puis elle rentre dans le bureau. Dans mon bureau, j'avais un beau bureau. Puis elle me dit je la regarde, je me dis « J'ai l'impression que je la connais. » Puis finalement, c'était ma madame de Danone, qui était VP à l'époque, qui, elle, m'avait, je dirais... mis fin à ton stage. Ouais, qui avait mis fin, plus par le directeur des ventes. Puis pire que ça, je sais pas ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, là, mais... C'est tout ce que tu veux. Mais en gros, il m'avait même... je vous dirais qu'il m'avait bien supporté dans mon départ. De manière politique, je veux dire comme ça. Puis j'avais trouvé ça surprenant, mais là, elle s'est retrouvée devant moi, puis c'était le monde inversé. Là. Comme quoi, au Québec là, et à Montréal, là, le monde est petit. Il ne faut jamais... Puis c'est une personne que j'ai pris du temps après pour aider à se repositionner. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Fait que toi, tu nous as un peu amené vers ton début d'entrepreneur. Peut-être juste, Olivier, nous parler de qu'est-ce qui a fait... il est où le déclic pour passer de salarié à entrepreneur minoritaire avec bémol, là, de ce que j'ai compris. Peut-être si tu peux un peu nous... Ben, je te dirais que, premièrement, j'ai beaucoup côtoyé dans ma jeunesse des entrepreneurs. Mes parents étaient mon père était entrepreneur, il avait différentes petites business. Et c'est sûr que quand tu étudies en France, la voie royale, c'est de faire des études scientifiques, chose que j'ai faite, qui a été un calvaire total, mais que j'ai quand même faite. Puis après, je suis rentré plus dans des écoles de commerce. Et sincèrement, je ne savais pas si un jour je serais entrepreneur. Je savais que je voulais avoir du leadership dans ce que j'allais faire dans ma vie. Mais tout jeune, j'avais développé quelque chose de vous allez me dire, c'est tout petit, mais moi, on avait un appartement dans le sud de la France et quand on allait souvent là, puis moi, il y a un truc qui me faisait triper, c'était d'aller voir le pizzaiolo. Un gars qui faisait des pizzas. Puis je passais des heures devant ce gars à regarder faire ses pizzas. Puis un jour, mon père, il m'a dit, je vais te fabriquer un four à la maison. Donc, il m'a fabriqué un four à pizza. Et à partir de 8-10 ans, tous les 15 jours, les 15 jours, c'était pour... Un 15 jours, c'était pour moi. L'autre 15 jours, c'était pour les scouts. Je faisais des pizzas. Soit pour les scouts, on les vendait sur des marchés pour des œuvres. On redonnait l'argent à des œuvres caritatives. Mais mon 15 jours, à moi, c'était pour moi. Et j'en faisais une quarantaine tous les 15 jours. Et que maman, jusqu'à ce que j'ai 15-16 ans, a porté chez nos amis. En fait, les gens en achetaient 2, 3, ils les congelaient. Donc, je me suis fait, c'était mon vrai début d'entrepreneuriat, c'était peut-être ça. Mais à l'époque, je faisais de l'argent incroyable avec ça, c'était incroyable. Et c'était cool. En effet, comme tu l'as bien précisé, au début, je n'avais pas le goût forcément d'être entrepreneur. Je voulais plus être salarié d'une grosse boîte, puis réussir principalement, moi, je n'ai pas 50 000 talents, mais les ventes, c'est mon dada. Et les relations, je dirais. Et
quand j'ai intégré Dolmen, au départ, j'ai intégré dans un projet où je savais qu'on était en croissance. Puis rapidement, ils m'ont proposé d'être associé, d'acheter des actions. Donc en fait, en 2004, je pense à peu près, j'ai racheté les actions d'un gars qui quittait. J'ai racheté 10% d'actions, mais j'avais 22, 23 ans. Mais à l'époque, je n'avais pas les moyens d'acheter ces actions. L'entreprise avait une belle rentabilité, était profitable. Donc les actions, je les ai payées pas mal de plein prix. Et j'ai été chez Desjardins. J'ai été emprunté 216 000 $. J'ai fait un chèque de 216 000 $ à la compagnie. Début vingtaine. Début vingtaine. Et puis, la petite histoire de tout ça, c'est qu'on a grandi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai acheté, on était réellement profitable. Puis je m'étais dit, en 3-4 ans, ça va être payé. Mais à ce moment-là, notre président de cette entreprise a décidé d'avoir un projet de croissance externe et a commencé à acheter un paquet d'entreprises. Donc, je n'ai pas vraiment fait de dividendes. J'ai fait des profits parce que je faisais des bonus parce que je développais la business, mais pas suffisamment pour payer assez vite mes actions. Puis, en 2010, on a décidé, Dolmen, de fusionner avec un grand groupe de conseil qui était le plus vieux groupe de conseil au Québec, qui s'appelait le groupe CFC, qui venait de Québec d'ailleurs. Une super belle boîte. Et là, j'y croyais tellement au projet que j'ai racheté pour 40 et des bananes d'actions. Là, pour le coup, il y avait un ou deux actionnaires majoritaires, mais moi, j'étais un des autres. Donc, j'ai réemprunté. Et puis, je vous dirais que c'est là qu'a commencé le problème. C'est qu'au bout d'un an, je me retrouvais pas dans cette entreprise, surtout en termes de valeur. C'était très difficile. En plus, c'était pendant 2008, 2009, 2010, là, toute la crise des subprimes et tout ça. C'était vraiment difficile dans la business de consultation. Puis, au bout de 2-3 ans, j'ai dit, moi, je suis plus capable. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé Fauve, avec des side partners, le 13 mars 2013, donc il y a 11 ans, il y a quelques mois, là. Et la petite histoire de ça, c'est là que l'entrepreneuriat, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est que j'ai parti à business avec une associée. Ça a bien été, ça allait bien. Rapidement, on a eu de la business. Mais en décembre 2013, je partais au chalet, puis je me suis arrêté à la maison, prendre nos affaires, puis à la boîte aux lettres. Et là, j'avais une lettre de Desjardins. Ça faisait 6 mois que j'avais parti la boîte, qui m'annonçait que... Parce qu'en fait, quand je suis parti de CFC Dolmen, ils n'ont pas été capables de payer mes actions. Donc, je suis resté actionnaire de la boîte. Ils m'ont enlevé ma clause de non-compétition. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, mais on n'a pas les moyens de payer tes actions. Et là, la lettre de Desjardins m'annonçait la faillite de CFC Dolmen et me disait, vous avez 31 jours pour nous rembourser 171 000 $. Donc, c'est comme ça que j'ai parti Fauve. Donc, je vous avouerai que j'avais la broue dans le toupette et j'avais le goût encore plus de réussir. Et j'étais pas vieux, là. Et là, comme vous l'avez certainement vécu, nos conjointes ne sont pas tout le temps au courant de tout ce qu'on fait. Même si ma blonde, elle est dans le monde des affaires, mais elle est salariée. Là, il a fallu que je lui explique ça. Et ça a été tout un enjeu. Tout un enjeu. On est passé à travers une situation difficile. On aurait pu faire une faillite personnelle. J'avais un peu d'actifs, donc les différents conseillers que j'ai rencontrés, que ce soit avocats ou comptables, m'ont dit si t'es capable de payer, paye. On a eu comment ils appellent ça, le truc du gouvernement, là, une perte sur capital. On a pu aller récupérer un petit peu d'argent. Mais globalement, la bonne nouvelle, c'est que la business a bien fonctionné. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça fait longtemps que c'est réglé, mais ça reste toujours... Puis quand on parlera d'équilibre tantôt, là, et de notre vie d'entrepreneur, ça reste toujours en background. Puis ça a toujours été quelque chose que je voudrais plus jamais revivre. Je pense pas que je vais le revivre, mais qu'on ne sait jamais en tant qu'entrepreneur. On peut avoir des très hauts, mais on peut aussi retomber très vite de bas. Puis mais ça forge notre caractère, ça forge notre organisation. Est-ce que tu te vois plus comme un entrepreneur? Tu voulais vraiment entreprendre quelque chose comme business ou c'est plus parce que
toi, comme personne, avoir un boss, puis quelqu'un qui va, tu sais, qui te dit quoi faire? Tu sais, tu voulais plus voler de tes propres ailes ou tu voulais vraiment créer quelque chose puis développer? Aujourd'hui, je pense que je suis capable bien plus de répondre à cette question que quand j'ai réellement parti fauve. Chose certaine, c'est qu'avec ce que j'avais vécu avec Danone, déjà, je m'étais dit, moi, je suis un électron libre. J'ai beaucoup de caractère, je suis une boule d'émotion. Je pense que c'est pas avec tout le monde que je serais capable de vivre et de vivre ce que je suis venu chercher au Québec, c'est-à-dire d'être moi-même. Chez Adéco, j'ai pu le vivre parce que j'avais vraiment des gens avec une grande, grande ouverture. Mais en même temps, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas eu des rôles de leadership. Parce que dans cette boîte, justement, je pense que je brassais trop. J'avais un leadership, mais pas de leadership de gestion. Et chez Dolmen, je l'ai eu en quelque sorte, puisque je m'occupais des ventes. Puis à un moment donné, j'ai eu même une plus grosse équipe. Mais c'est sûr que ça a été au bout de peut-être d'un an ou deux que j'étais dans Fauve, que là, c'est là que j'ai vraiment réalisé que de maîtriser ton chemin, ta destinée, d'avoir une grande liberté, d'agir, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est non négociable. Jamais de la vie, je redeviendrai salarié. Jamais je reviendrai en arrière. Quitte à élever des moutons, ou à tenir un dépanneur. De la pizza. Revenir à la pizza. Revenir à la pizza. Mon père me disait, au pire, si tu réussis pas, tu feras moniteur de ski, puis tu auras un camion de pizza, tu feras des pizzas le soir. Mais pour répondre à ta question, Max, c'est sûr que je pense qu'il y a une liberté avec ses hauts et ses bas, là, puis c'est difficile. C'est ça, c'est haut et c'est bas. Mais et tu sais, c'est pas parce qu'on est libre qu'on peut faire aussi n'importe quoi. Surtout quand on commence à avoir une taille respectable et qu'on a des employés. Faut aussi heureusement que j'ai des associés extraordinaires qui me maîtrisent dans ce que je dis, dans ce que je dis pas. Je pense que j'ai appris dans le temps que je suis mieux que au tout début. Mais ça reste que... C'est ça. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein? L'intensité est une belle qualité, mais elle doit avoir un certain dosage. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu quittes pour partir fauve, est-ce que ton idée est déjà tracée dans ce que tu veux offrir? On doit, tu sais, je quitte parce que c'est plus vivable? Ou... C'était vraiment plus vivable. Je t'avouerai que j'aurais pu prendre un chemin plus facile qui était de redevenir salarié, mais... Et ma conjointe m'a beaucoup challengé là-dessus, mais en même temps, elle voyait que ça bouillait en moi, de vraiment de partir à ma boîte et d'être plus autonome. Donc, aujourd'hui, où on est rendu, je pensais pas réussir de cette manière-là. Et le futur, qu'est-ce que ça va être? C'est une bonne question. C'est sûr que notre projet actuellement en France est très exigeant et très challengeant. Et là encore, il y a 2 ans, tu m'aurais parlé de ça, je t'aurais jamais dit on va avoir 3 bureaux. On vient de faire l'acquisition d'un bureau, on est en train de faire l'acquisition d'un bureau à Strasbourg. Donc, c'est vraiment quelque chose de capoté. Là. C'est clair. Toujours dans le recrutement. Puis Oui. Ouais. Donc, en fait, quand j'ai parti Fauve, moi, je pense que mon but, c'était pas de faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'était vraiment un peu de redonner. Le métier de recrutement est un métier qui est malheureusement galvaudé, qui a qui a une mauvaise réputation pour toutes sortes de raisons. Et entre autres, au niveau de la chasse de tête, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur la chasse de tête. Et nous, notre enjeu, c'était d'être capable d'offrir la même qualité de service que des très grands cabinets internationaux qui sont présents sur les places mondiales à travers le monde, qui sont cotés en bourse et qui offrent vraiment... la meilleure comparaison que je pourrais vous faire, c'est l'hôtel 5 étoiles, où tu es accueilli, où c'est deux. Vous prenez vos clients et vous avez un intérêt à vraiment donner un service de très grande qualité et destiné pas forcément
Et pas ça. Donc, ces grands cabinets, ils supportent des gens de très haut niveau, ce qu'on appelle des C-suites, là, des gens qui font 400, 500 000 et plus. Et nous, notre objectif, c'était de redonner les lettres de noblesse à ce métier de recrutement, mais pour des postes de cadre intermédiaire ou de professionnels, mais avec la même qualité de service et dans un contexte de chasse de tête. Parce que, comme vous le savez, au Québec, ça fait des années qu'il y a d'énormes enjeux en termes de main-d'œuvre, ouais. Et que les meilleurs, tu les trouves pas, ou si tu reçois des CV de gens, pose-toi des questions parce qu'au Québec, louche, ça. C'est louche. Les gens qui envoient leur CV, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais c'est rare que des très, très bons candidats au Québec recherchent une job de manière très active. Donc, si tu veux les meilleurs, il faut aller les chercher. Et les meilleurs, c'est pas seulement des exécutifs, c'est aussi des ingénieurs, des responsables, toutes sortes de postes, je vous dirais, que les organisations stratégiques dans les organisations, mais qui sont pas forcément que des execs. Et c'est le focus qu'on s'est donné avec vraiment un enjeu d'excellence, de proximité avec nos clients et nos candidats. Mais je vous dirais, nos clients, nous, ce n'est pas les candidats, contrairement à des agences de placement. Nos clients, c'est vraiment les clients. Le but, c'est de trouver la perle rare, la personne qui va fitter dans l'organisation, pas seulement en termes de savoir-faire, mais aussi en termes de savoir-être. Et c'est ce qu'on a globalement très bien réussi. De rien, on est aujourd'hui un des joueurs majeurs au Québec dans ce créneau de salaire entre 80 000 à 200, 250 000. On est bien fiers. Mais puis il y a une chose que il y a des regrets quand tu crées ta boîte. Là, un des plus grands regrets que j'ai eu, puis c'est pas grave, là, on a monté ça comme ça. J'ai beaucoup réalisé, entre autres à l'EEB, puis aussi avec IO, c'est l'importance comme organisation de se définir et de bâtir sur des bases solides, mais pas seulement en termes de personnes, mais en termes de croyances, de valeurs, d'ADN. Ben, ça fait déjà quelques fois. Et c'est un exercice que, pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas vraiment fait avec mon associé à l'époque, qu'on a racheté il y a quelques années, mais que j'ai refait il y a maintenant 2 ans, avec justement des gens que j'avais rencontrés à l'EEB, Valérie et Yves. Et c'est un exercice exceptionnel qu'on a fait sur la réflexion sur notre identité, notre raison d'être, notre raison de faire. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à des entrepreneurs, même si tu pars une petite boîte, prends le temps de réfléchir à ça et de coller tes valeurs, de bien réfléchir à tes valeurs personnelles qui doivent teinter ta boîte. De s'associer juste avec les gens qui partagent les mêmes valeurs. Oui. C'est vraiment, je dirais, c'est d'être bien aligné. Oui, tout à fait. Puis nous, on a fait cet exercice il y a 2 ans. Puis on l'a poussé encore plus loin en faisant notre accréditation B Corp, parce que B Corp nous a fait poser beaucoup de questions sur le sens de ce qu'on faisait dans notre vie. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup... on est fiers non seulement d'avoir été accrédité, mais d'avoir, je pense, une identité forte, des valeurs fortes et des gens qui nous entourent, qui correspondent à ce qu'on est, à ce qu'on souhaite et à ce qu'on souhaite devenir aussi. C'est quoi B Corp en 30 secondes? B Corp, ça repose sur 4 piliers qui sont les gens, people, la gouvernance, comment tu gères ta boîte de manière plus globale, l'environnement, et le 4e pilier qui est tout le volet social que nous on appelle la philanthropie. Et ces 4 piliers sur lesquels tu dois travailler, que tu dois démontrer un paquet de choses. Je vous dirais que chez nous, chez Fauve, on est une entreprise de service. Donc l'environnement, je ne dis pas que ça ne nous touche pas, mais on n'est pas, à part moi qui voyage, je vous dirais qu'on est vraiment on est très carboneutre. Le pilier people, on l'a beaucoup, beaucoup travaillé. Et je pense qu'on offre des conditions et une relation avec nos employés qui est très forte. D'ailleurs, on a un taux de NPS, là, de Net Promoter Score, qui est au-delà de la normale, là, qui dépasse les 50%, dont on est très fiers. Mais on est toujours en work in progress. Là, on pourrait toujours être encore mieux. Le volet gouvernance, parce que dans la gouvernance, tu as tout le volet diversité, inclusion,
ton rapport d'impact. Donc, c'est des choses qu'on a travaillé, toute la notion de différentes politiques que tu mets en place. Je pense qu'on pourrait mieux faire au niveau de la diversité. C'est un travail sur lequel on travaille. Le volet auquel on croit et qu'on travaille le plus, nous, c'est le volet philanthropie. On remet tous les ans, on fait pas mal, on remet beaucoup à la communauté en termes d'argent, mais moi, je voulais que ça dépasse ça. Et donc, on a mis en place une politique pour impliquer pas seulement nous comme associés, mais aussi les employés. Puis, ils étaient friands de ça, qu'on a un comité philanthropie où on a décidé que nos employés, qu'on les paye pour faire 8 jours de bénévolat, 4 jours en collectif, 4 jours en individuel. Les projets collectifs, c'est eux qui les décident une fois par an. Donc, et je vous dirais que dans les 2 dernières années, moi, j'ai vraiment, vraiment réalisé à quel point on était chanceux. À quel point c'est tous les organismes avec lesquels on travaille. Mais premièrement, 20% de notre clientèle, c'est des OBNL ou des associations. En France, ils appellent ça plus des associations. Et on se rend compte à quel point ces organismes font un travail dans l'ombre exceptionnel que nous, qui sommes chanceux, on ne se rend pas compte. Forcément, on ne voit pas tous les jours. Et ces gens-là, ils ont un cœur sur la main qui est assez hallucinant. Et ils ont besoin de gens comme nous pour les aider. Et c'est cool de voir ça. Puis, on m'a souvent parlé de cette notion de gratitude. Je dirais que c'est peut-être récent, mais depuis... on en avait parlé, entre autres, à l'EB avec Cascade, je pense, avec Mario Plourde. Et je vous dis pas que tous les jours, j'écris 3-4 mots, mais de plus en plus, je me lève le matin puis je me dis, je suis chanceux. Mm-hmm. Je suis chanceux, j'ai globalement la santé. On pourra en reparler dans l'équilibre, là, mais globalement, ça va. J'ai une famille extraordinaire, des enfants, une conjointe extraordinaire, des collègues, des associés, des amis extraordinaires. Mais je me rends compte qu'autour de nous, c'est pas le cas de tout le monde. Puis si on peut petit à petit donner au suivant et faire des petits gestes, et puis ne serait-ce qu'être conscient de ça, je pense que c'est important. Super intéressant, le volet philanthropique. Les employés, vraiment... Ouais. Belle B Corp, c'est vraiment venu... oui, on y a pensé. Benjamin, entre autres, un de mes associés. Puis moi aussi, j'avais vu des présentations. Je trouvais ça intéressant. Mais c'est vraiment les employés qui nous ont amenés là. Et c'est porté par les employés. B Corp, c'est de redonner aussi beaucoup de place, d'initiative, de pouvoir à nos employés pour qu'ils puissent grandir et que comme organisation, on puisse grandir. Tu sais, moi, je pense qu'un des enjeux majeurs des entrepreneurs, et surtout les plus petites entreprises, c'est de se rendre compte à quel point, oui, on a des talents, mais que plus on s'entoure de gens brillants autour de nous, plus on réussit. Puis, je vous vois tous les deux, je pense que vous êtes un bon exemple. Maxime, je pense qu'il y a des bouts où il me ressemble beaucoup au niveau des relations, du développement d'affaires. Mais malheureusement, on n'est peut-être pas les meilleurs gestionnaires au monde, puis il s'est associé d'un gars comme toi. Et ça, c'est... Et tu sais, je pense que quand tu crées ta boîte, tu te penses invincible, tu penses que tu es capable de tout. Et moi, aujourd'hui, le grand succès de Fauve des 3 dernières années, c'est en grande partie dû à mes 2 associés, Benjamin et Lorenzo, qui ont fait une job extraordinaire et qui m'ont accepté avec mes limites et mes forces. Puis j'essaie de faire de même avec eux. Et on a eu des grosses réflexions parce qu'au début, j'avais du mal à lâcher prise, à vouloir tout contrôler. Je ne vous dis pas que j'ai pas encore ce problème, cet enjeu, mais aujourd'hui, on a défini nos carrés de sable de manière très, très claire. Benjamin, Lorenzo et moi. Et je pense qu'on est plus cohérent dans nos démarches, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et je pense qu'on est aussi on est plus heureux parce qu'on est dans nos talents. Est-ce que tous les jours, c'est facile? Non. Mais on essaie de focusser là-dessus. Mais moi, je pense que c'est une grande force que tu as. Puis je pense que mon point va en venir, qu'on va s'en venir à l'équilibre de tout ça. Je sais pas, Jeff, si tu avais d'autres questions par rapport à son parcours. Par rapport au parcours, à la business, oui, peut-être juste avant de passer à l'équilibre, j'aimerais ça entendre un peu l'entrepreneur, puis avec tes associés, qu'est-ce qui vous amène à passer d'ici à ouvrir
en France à retourner conquérir Très bon marché-là? point. Parce que c'est déjà difficile, entre guillemets, ici, la main-d'œuvre et la gestion. Puis là, ben, tu pars déjà avec un historique. Tu as parti une entreprise en ayant l'épée de payer une autre. Ouais. Donc, le parcours de dire, ben là, on est ici, ça fonctionne super bien, on continue. Je t'avouerai que c'est la question aussi que pas mal de Canadiens et même nos partenaires nous posent fréquemment. À la base, c'est vraiment un trip perso des trois associés. On est tous franco-canadiens. Eux, ils sont là depuis un peu moins longtemps, mais ils sont là depuis une douzaine d'années. Et on s'était dit à un moment donné, on aimerait ça, tu sais, voyager, aller en France, aller voir nos familles, puis que tant qu'à faire, là, on est entrepreneur. Puis on a commencé par j'étais à une ou deux conférences, des choses comme ça, mais c'est sûr que derrière, je me disais, ça serait le top de faire quelque chose en France. Puis c'est tu sais, vous le savez mieux, aussi bien que moi, les opportunités viennent de gens que tu rencontres. Et un des meilleurs amis de Benjamin, d'un de mes associés, qui était son témoin de mariage, était dans le domaine du recrutement comme salarié. Puis il nous voyait aller depuis des années. Et à un moment donné, il s'est dit, on lui a dit, ben regarde, on aimerait peut-être partir un projet en France, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est avec Nicolas qu'on a parti ce projet initial, avec pas vraiment de plan de match et tout ça. Et en plus, à la base, même pas dans une très grande ville, parce que Nicolas, il venait de Nancy. Nancy, c'est entre Paris et Strasbourg, si vous voulez. C'est dans l'Est. Et on a parti ce projet comme ça. Et ça a été la première année, ça a bien été. Il a parti ça avec une personne ou deux. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'initialement, c'est sûr que notre vœu, c'était, on aurait voulu réussir à Paris. Tu sais, quand tu reviens en France, Paris, ça reste Paris. Mais on s'est aperçu que c'était très difficile à Paris, donc on s'est dit, c'est plus en région qu'on va s'impliquer. Et là encore, c'est par des rencontres. On a rencontré une personne à Lyon, par la suite une autre à Marseille. Donc aujourd'hui, on a 3 bureaux. Un à Nancy où on a 4 personnes. De Nancy, il y a aussi une personne qui relève un développeur commercial à Paris, un développeur à Lille. Et là, comme je vous le disais en introduction, on est en train d'ouvrir un bureau à Strasbourg, d'arracher un bureau à Strasbourg. Là, la vente va se finaliser début avril. Donc là, on va récupérer 4 ou 5 ressources. Et à Lyon, ils sont 3. 2 aujourd'hui. Et à Marseille, ils sont 2. Et encore une fois, c'est des rencontres qu'on a faites de manière vraiment des opportunités. Est-ce que c'est facile? Et est-ce que la business va aussi bien qu'au Canada? Non. Parce que de développer de la business avec les Français, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux, et on part vraiment de zéro. Est-ce qu'il y a je vous dirais qu'on ne part pas avec le même réseau aussi. Est-ce qu'il y a des similitudes en termes de service? C'est vraiment la même chose. Okay. Et là encore, je te dirais qu'on s'adresse à un marché qui est encore plus compétitif et surtout beaucoup plus compétitif dans la... Il y a beaucoup de gens qui proposent des services de chasse, mais qui n'ont pas le setup. Qui ne font pas, qui n'ont pas ce souci d'excellence comme nous on l'a. Donc c'est un marché où c'est très difficile, très compétitif, où il faut vraiment prêcher la bonne parole. Et c'est le fun. Par contre, c'est un super beau défi, mais c'est très exigeant. Et ça demande, je vous dirais, la principale différence que je vois à court terme, c'est qu'un client canadien, même si tu n'es pas connu, s'il voit, quand tu rencontres quelqu'un, s'il voit la plus-value pour lui et qu'il pense que ton offre de service a du bon sens, rapidement, il va t'essayer. Puis dans le pire des cas, il va te flusher aussi vite qu'il t'a essayé. Mais tu auras eu la chance de prouver. J'aurais eu la chance. En France, d'arriver à essayer, justement, ça prend souvent 3-4 rencontres de courtisage
Il faut vraiment courtiser. Et aussi se battre contre des perceptions incroyables. Vraiment incroyables justement que les recruteurs font pas leur job. Et je te dirais que malheureusement, je t'avouerai que la grande majorité, c'est sûr que c'est... Ils ont un peu raison. Ouais, ils répondent pas aux besoins des clients. Mais il y a un marché phénoménal. Écoute, on est 8 millions au Québec. En France, on est 70 millions. Donc, il y a un potentiel phénoménal. Tu sais, Paris, c'est... Rien que le PIB de Paris, c'est 2 fois peut-être le PIB du Canada. Là. Donc, c'est une autre game. Mais pour rentrer dans les cercles, il y a beaucoup de... Fait que c'est sur un beaucoup plus long terme. Ouais, c'est un je peu pense. comme à Québec, puis en Beauce. En Beauce, c'est un peu comme ça aussi. Le relationnel, je trouve qu'il est un peu plus présent Québec, région Que Montréal. que Montréal. Ouais, ça, c'est des Québécois de Québec qui disent ça. Je suis pas sûr. Moi, je vois pas vraiment la différence, sincèrement. Je pense que la business est beaucoup plus cosmopolite à Montréal. Mais tu sais, les Montréalais vont te dire que les gens de Québec sont fermés aussi. Donc, Mais je pense nous, que on a des clients dans toutes les régions, puis en Beauce, entre autres. Moi, je beaucoup. trouve ça plus facile à Montréal. Ah, OK. Comme tu dis, je trouve Ah, à ok. Montréal, dans le sens que tu arrives avec un Toi, ta projet présentation, intéressant, c'est hot, c'est bon pour moi. Les gens vont dire oui, ils vont dire non. Tout à fait. Tu sais, sinon, c'est plus le long terme, tu sais, le relationnel, puis le délai est plus long, mettons, ailleurs. Donc, aujourd'hui, je t'avouerai que c'est le projet qui me stimule le plus, mais c'est aussi un projet qui est très exigeant parce que faut voyager, premièrement. On a 6 heures de décalage horaire et c'est sûr que moi, ça a bouleversé un peu tout mon équilibre parce que je veux essayer de bien faire partout, puis c'est pas évident. Et surtout, quand tu veux communiquer avec les Français, ben, c'est donc surtout cet automne où j'ai vraiment atteint un point de non-retour à Noël. Là. Je travaillais en gros tous les matins entre 6h et 9h, principalement pour la France. Puis à partir de 9h, tu as ta journée québécoise qui commence. Et je me suis vraiment brûlé. Là. Je me suis vraiment brûlé. Il y a des gens qui n'ont aucune difficulté avec le décalage horaire. Moi, quand je vais là-bas, maintenant à peu près aux 7 à 8 semaines, ben, c'est sûr que c'est difficile. J'ai beaucoup de difficultés, en fait, dans le sens vers la France. Quand je reviens, c'est moins pire. J'arrive plus facilement à dormir. Mais quand je vais là-bas, puis j'ai essayé au départ sans prendre aucun somnifère, rien, puis ça marchait pas. Là. Que là, il a fallu... Mais c'est vraiment pas évident de trouver cet équilibre-là et de trouver l'équilibre aussi avec ta famille, avec tes amis, avec le sport, avec... c'est quelque chose que j'ai vraiment, comme je disais tantôt, atteint un point de non-retour à Noël où physiquement, moralement et avec ma conjointe aussi, ça a été vraiment difficile parce qu'elle aussi voyage beaucoup, elle a une grosse job, mais bon, elle reste quand même au Canada en général. On a eu des grosses discussions, des grosses discussions. Même pour la petite anecdote, juste avant Noël, en fait, comme moi, je passais quasiment 1 mois et demi en Europe et qu'on ne se voyait pas, qu'elle aussi, elle était en voyage. J'ai dit, viens passer un week-end à Paris. Puis elle est venue passer un week-end à Paris. J'ai été malade tout le week-end. Ça a été l'enfer. Donc, on n'a pas passé un très beau week-end. Mais par contre, elle a été hyper... Le week-end a été... Elle m'a rien dit. Elle a été super cool. Puis le week-end qui a suivi, on était chacun chez nos parents. Puis elle m'a appelé. Elle m'a dit, c'est parce qu'on se parle là. Je dis là, bah, c'est parce que on se voit la semaine prochaine, on peut se parler en vrai. Elle me dit non. C'est là, tout de suite, que j'ai eu un Come to Jesus meeting, on va dire. Et ça a été... Puis je pense que plus, c'était pas dans... Je pense que Denise a été inquiète de ma santé, de tout ça, de partout. De mon non-focus sur plein de choses. Quand j'étais à la maison, j'étais pas là. Puis jamais souvent, là où tu es. Puis vous le savez, souvent, c'est pas dans nos milieux professionnels qu'on va montrer ça. Voilà, c'est quand on rentre chez nous, qu'on n'est pas de bonne humeur, qu'on n'écoute pas, qu'on n'est pas actif, on n'est pas présent, en fait. Puis je pense que à la fois, elle me l'a fait réaliser. Je l'avais réalisé un peu, mais je pense que ça a été le coup de barre. Et puis, durant les fêtes aussi, avec ma fille, j'ai eu toute une discussion sur lesquelles elle m'a beaucoup
questionné, puis m'est rentré dedans, puis elle avait raison. Et donc, j'avais pris des engagements plus auprès de ma communauté d'entrepreneurs. J'avais fait une présentation sur l'équilibre dans mon forum. J'en avais parlé à l'EEB et finalement, je pense que cette discussion avec ma conjointe m'a amené à un autre niveau. Puis depuis depuis janvier, j'essaie de faire attention. En tout cas, je te dis pas que c'est parfait, mais j'ai repris le sport, ça c'est la première des choses. Je travaille plus à 6 heures du matin. J'essaie de me garder des horaires plus stables. Et puis comme depuis Noël, depuis janvier, je suis quand même retourné 2 fois en France, mais ça s'est relativement bien passé. Puis il n'y a que moi qui me met cette pression. C'est pas mes associés, c'est une personne d'autre que moi-même. Là. Ce désir de... Tu sais, il y a cette notion de faux... Il y a à la fois le FOMO, le désir de vouloir tout contrôler, de vouloir plaire. Notre ego est très fort. On en a beaucoup parlé à l'EEB. Et c'est phénoménal à quel point notre ego est fort et à quel point il peut aussi nous détruire. Alors que la vie est courte. Hein. On va mettre une petite musique en arrière pendant ce dernier bout-là. Le petit violon. Mais c'est... Non, vas-y. Non, vas-y. Non, ben, dans le fond, ce que j'allais te demander, la gestion de l'équilibre, c'est pas seulement au départ d'une entreprise, c'est à tous les stades. Oui, tout à fait. Ça peut, je pense que c'est pas je pense que tous les entrepreneurs doivent vous en parler. Je pense que plus on a notre première peut-être responsabilité, c'est d'être bien nous-mêmes pour pouvoir amener autour de nous d'être bien aussi autour de nous. Tu sais, Rémi chez Adéco je l'ai souvent sorti cette métaphore et que je trouve extraordinaire parce que Rémi à la base il vient du Saguenay. Il m'a dit quand tu as un plat de bleuets, assure-toi qu'il soit plein avant d'en distribuer à tout le monde alors qu'il n'est pas plein. Puis je pense que il me l'a dit un nombre de fois, puis je l'ai entendu le dire dans plein de conférences. Puis je réalise vraiment aujourd'hui, je pense que c'est important que je sois bien moi-même, que je réfléchisse à ce qui fait que je sois bien ou pas bien, que je fasse attention justement à ma santé morale et physique. Et moi, ça passe beaucoup par le sommeil. J'ai plus de difficultés à dormir que d'autres, entre autres que ma conjointe, qui, elle, dort n'importe où, n'importe comment. Mais, et par le sport, ou l'activité, en tout cas. Mm-hmm. Mais autre que d'être de l'activité dans ton bureau. Là. C'est vraiment... Puis c'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein, Max? Effectivement. C'est dans le fond, justement, par rapport à ça, moi, ce que je trouve de te voir aller, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, on a le parallèle des fois avec une entreprise manufacturière. Tu sais, exemple, on connaît JB, Propulsa, il est venu au podcast. Tu sais, eux autres, ils ont travaillé pendant des années sur leur prototype, puis ils font des essais et erreurs. Mais quand on a une business de service, moi, je te vois vraiment comme quelqu'un qui est très performant, puis à la recherche d'être la meilleure personne, la meilleure entreprise, la meilleure... Tu sais, parce que quand on donne du service, c'est nous, finalement, qu'il faut performer, nous, faut s'améliorer, nous, comme individus, puis comme entreprise, pour pouvoir donner un meilleur service à nos clients. Puis, tu sais, comme dans ton cas, tu as parlé de B Corp, tu as parlé, tu sais, de rencontres avec l'équipe de Valérie, par rapport à, tu sais, j'imagine, la mission, les valeurs de votre entreprise, tout ça. Tu sais, vous travaillez beaucoup, tu travailles beaucoup sur ça. Tu as travaillé, tu as fait l'EEB, le parcours de l'EEB où on est ensemble. Tu étais dans EO, Entrepreneur Organization. Je sais que tu es dans d'autres trucs aussi, tu sais, de développement et tout ça. Mais comment tu t'arrives, dans le fond, est-ce que tu le vois comme c'est vraiment une plus-value, tu sais, pour ton entreprise en termes de service, ou si peut-être tu dis c'est peut-être trop, mettons pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, est-ce que y a-tu quelque chose en particulier que tu dirais commence par ça ou commence par telle organisation, parce que tu sais c'est beaucoup en même temps. Tu sais, on parlait d'équilibre parce que tu as business en Europe, tu as fait B Corp, tu as l'EEB. L'EEB, c'est déjà, moi,
sais, moi, je te l'ai déjà dit, j'avais la possibilité d'être dans IO puis dans l'EB, de faire le parcours de l'EB. J'ai décidé de me focusser sur l'EB, mais j'ai rien pris d'autre. J'ai même laissé tomber plusieurs trucs que je faisais. Toi, tu as décidé, tu es all-in là-dedans. Est-ce que, tu sais, l'équilibre, est-ce que ça vaut le coup? Puis est-ce que tu le referais de la même façon? Ben, premièrement, le B, je le ferais day one. C'est la première des choses. Et si je faisais le B day one, ben, les modules, si on réfléchit à les modules, la façon dont ils sont faits, nos trois premiers modules sont centrés plus sur nous et sur notre capacité à bien se définir et donc derrière définir notre organisation. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Et ça, c'est sûr que, encore une fois, je commencerai par là. Toute la notion qu'on a vue avec David, qui est exceptionnelle, de bâtir sa molécule. Je pense que ça c'est quelque chose que j'ai toujours été capable de très bien faire. C'est-à-dire créer des liens, créer des relations autour de moi, pas seulement mes clients, mais aussi des partenaires, des gens qui me supportent, qui m'aident. Mais est-ce que j'ai un focus? Est-ce que j'ai eu un bon focus? Et est-ce que si j'avais à le refaire, oui, c'est sûr, je le ferais différemment. Est-ce que je le ferais? Par contre, je prendrais le temps de faire d'abord le B, après IO? Ça, je suis pas sûr. Parce que je pense que IO et le B sont des organisations qui sont totalement complémentaires et qui encore une fois, nous permettent de nous recentrer sur notre vie d'entrepreneur, sur ce qu'on est, ce qu'on doit être et ce qu'on devrait être. Ce qu'on ne fait jamais au quotidien, ça. C'est ça. Et c'est ça. C'est déjà le moment d'arrêt qui est utile. Puis dans IO, c'est assez exceptionnel ce qu'on peut vivre avec le chapitre, donc la ville dans laquelle on est. Mais je vous dirais surtout après dans nos forums où on est 7 à 8, où on se voit tous les mois. Et pendant 4 heures, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. On arrête tout et on focus sur 4 éléments. My business, myself, my community et my family. Et ces 4 aspects, on réfléchit vraiment à ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, mais surtout on partage nos interrogations, nos peurs, nos succès avec des entrepreneurs sans aucun jugement, parce que nous, dans IO, contrairement à d'autres groupements, quand on veut intervenir sur un point que soulève un entrepreneur, on n'a pas le droit de dire « tu devrais faire ci ou ça ». On n'est pas des gérants d'estrade. On a seulement le droit de participer par une expérience qu'on a vécue, ce qu'on appelle la méthode Gestalt. Donc, ça t'amène vraiment à un autre niveau parce qu'on part du principe que les gens ont souvent les réponses en eux, mais qui ne savent pas comment les prendre. Et que, tu sais, quand tu vis une situation X dans ton organisation, dans ta vie personnelle, c'est toi qui as les meilleures réponses. Par contre, si quelqu'un t'amène un point qu'il a vécu dans une expérience similaire, c'est sûr que ça t'amène à réfléchir différemment. Et ça, c'est extraordinaire. Et vraiment, IO, c'est une organisation extraordinaire, mais tu peux le faire aussi autrement avec des amis. Et d'avoir la chance de côtoyer des entrepreneurs qui vivent les mêmes interrogations, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Puis moi, j'en ai vécu des enjeux, entre autres quand on a racheté Heidi, notre associé, mon associé initial. C'est sûr que mon forum m'a beaucoup aidé dans cette réflexion pour comment bien le faire, comment essayer de faire au mieux, en tout cas, et d'être cohérent aussi avec nos valeurs. Parce que dans le fond, peu importe le secteur d'activité, les préoccupations, les peurs, les enjeux de l'entrepreneur sont... Oui, puis quelle que soit la taille de la boîte même, je te dis, c'est sûr que quand tu as une organisation avec des milliers d'employés versus une PME, mais tu as des choses de base comme entrepreneur qui sont les mêmes, qui sont pas mal les mêmes. Je dis souvent, les gens, des fois, nous comparent puis à des salariés, des exécutifs. Puis je dis souvent que la grosse différence entre un entrepreneur puis je tairai des noms, mais mettons un PDG d'une entreprise qui se fait mettre dehors, c'est que quand il se fait mettre dehors, lui, on va lui faire des chèques, des gros chèques. Versus nous, quand on se fait mettre dehors de notre propre boîte, on n'a plus rien. Ouais.
En général, on a tout mis sur la table et on n'a plus rien. Puis pour l'avoir vécu avec Dolmen, je l'ai réellement vécu, ça. Du jour au lendemain, tu te dis, ouf. Puis il faut que tu adresses ça à ta famille, Donc, puis j'en ai vécu d'autres parce que dans la vie de Fauve, on a créé plusieurs boîtes. Au-delà de la France, on a créé entre autres une boîte qui s'appelait Talento, qui était l'objectif, c'était d'optimiser et d'automatiser tout le sourcing, les premières étapes du recrutement. On a investi des sommes, on était 4 associés là-dedans et on a perdu 250 000 chacun. On paye encore la BDC et IQ actuellement. Là. Puis c'est correct, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Globalement, tu espères que ça marche plus que ça marche pas. Mais il faut être conscient que quand on part en business, il y a des hauts et des bas dans toutes les sphères, que ce soit émotive, relationnelle, financière, physique. Et je dirais que j'en ai vécu. Je ferais du pouce. Tu sais, c'est quoi l'expression faire du pouce? Oui. C'est sur le bord de l'autoroute, là. C'est Ouais, la route, là, faire du pouce sur ce que tu dis. Là, tu nous as donné des. Est-ce que ce que nous, on demande aux entrepreneurs, tu sais, c'est un coup de circuit que tu as fait, puis un flop ou un échec que tu as fait? Je pense que tu nous as quand même donné deux bons flops, un de 216 000 puis un de 250. Mais quand même, peut-être soit tu n'aurais une autre en tête, tu sais, un mauvais coup que tu as fait comme entrepreneur que tu ne referais pas, et un bon coup, un coup de circuit que tu faisais, hey, ça j'ai fait ça, puis... C'est pas nécessairement toujours monétaire non plus. Non, ça peut être une embauche, ça peut être une vision. À des coups de circuit, c'est en 2016 quand Lorenzo et Benjamin sont venus me voir et qui venaient d'une business de recrutement dans lequel ils n'étaient pas très heureux. Et puis qui m'ont dit on aimerait ça travailler chez Fauve. À l'époque, on n'avait pas de place pour eux. Puis on s'est assis avec mes associés de l'époque, puis on s'est dit ils sont vraiment cool ces gars-là. Ils ont des valeurs qui nous rejoignent. Et on a créé une business avec eux qui s'appelait Klondike à l'époque, qu'on a refusionné après avec Fauve. Et je pense d'avoir intégré ces deux gars qui avaient un gros potentiel, ça a été un... Vous avez saisi l'occasion. Ouais, on a saisi l'occasion, puis ça a été vraiment, surtout les deux, durant le temps du Covid, ça a été vraiment un deal breaker incroyable. C'est vraiment deux personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de reconnaissance, qui m'impressionnent. Donc ça, je pense, c'est un coup de circuit. J'aimerais te dire que la France, ça va être un coup de circuit. Pour le moment, on a encore pas mal d'enjeux. Et les enjeux en France, c'est peut-être incroyable ce que je vais dire, mais c'est de trouver les bonnes personnes pour piloter ce projet de manière plus globale. On a des gens extraordinaires, mais je pense que le coup d'après, ça va être justement de T'as pas d'associé là-bas, là. Si, j'en ai un. Nicolas est associé actuellement et on en a des futurs associés. Mais je pense que ça va être de continuer à trouver les bonnes personnes qui vont faire que ce projet va être une grande réussite parce que malheureusement, nous, on est quand même à 6000 km, donc on peut donner un coup de main. Moi, je peux y aller. Je peux aller faire mon show du Québec, comme je dis, parce que vraiment, quand je vais là-bas, c'est vraiment drôle. Puis les gens apprécient beaucoup, mais je pense qu'on a encore à travailler. Tu sais, la certification B Corp, je pense que ça aussi, c'est un très beau coup de circuit. Puis le plus beau, peut-être aussi dans tout ça, c'est aujourd'hui la relation qu'on a avec nos clients qui est vraiment exceptionnelle, qui est dans le partage, vraiment dans le partenariat, plus que d'être... Pour moi, nos clients, c'est pas des clients. J'estime pas qu'on est des fournisseurs, on est vraiment des partenaires. Et on a fêté récemment nos 10 ans, ce que vous allez vivre bientôt. Ça a été une soirée exceptionnelle où j'ai été très touché, très stressé aussi. Et j'ai été vraiment touché à la fois, bien sûr, de nos employés, de nos collègues, nos collaborateurs qui nous ont amenés là, parce que c'est pas moi tout seul, loin de là.
Mais d'avoir 70, 80 clients autour de nous, puis qui sont là, que je connais depuis plus de 10 ans, là. Certains que je connais depuis même à Déco, là, depuis 20 ans, et qui sont venus à cette soirée, c'était vraiment émouvant. C'était vraiment... on a fait une soirée aussi un peu très originale, pas au-delà du 5 à 7 des cocktails, et puis on était dans un super beau site. On a fait vivre une expérience à nos clients durant cette soirée. On leur a fait vivre une soirée comme s'ils étaient les chasseurs d'un soir. Puis on a travaillé sur des qualités. On leur avait donné chacun une qualité qu'on leur attribuait. Puis ils avaient 10 cartes de cette qualité et ils devaient, pendant 1h30, avec notre super Rock et Eric, ils ont dû découvrir les qualités des gens durant 1h30. Je t'avouerai que le premier 10 minutes, les gens étaient un peu stressés, mais ils se sont pris au jeu et les gens ont adoré ça parce que c'était uniquement sur les qualités. Ça a été vraiment une soirée, une belle soirée, simple, sans froufrou, sans... C'est des soirées que tu vas te souvenir. Oui. Ah oui, ça oui. Le seul regret, c'est que mes enfants n'étaient pas là, mais... Puis est-ce qu'il y a vraiment un coup de circuit exceptionnel aussi? Je sais pas. Ben, tu nous as déjà quand même donné... Tu sais, quand tu places quelqu'un dans une entreprise et qui a réellement un impact qui est durable dans le temps, puisque c'est vraiment notre leitmotiv actuellement, la notion de durabilité dans le recrutement. Quand tu places quelqu'un, tu sais, j'ai 2 exemples en particulier. Une fille qu'on a placée dans une PME, qu'on a rentrée comme conseillère RH, qui aujourd'hui est directrice RH, directrice communication, et on lui a donné un PNL à Toronto. Je trouve ça extraordinaire. Puis dans une très grande entreprise comme Hydro-Québec, où on a placé quelqu'un au départ comme chef, qui aujourd'hui est VP service à la clientèle, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment pour moi c'est ça aussi, c'est des petites choses, mais qui font que je pense qu'on a un impact clair dans les organisations. Parce que nous, on change la vie tu sais, c'est super beau le métier qu'on fait. Là. On a la chance d'appeler des gens pour leur proposer quelque chose de mieux, idéalement dans toutes leurs sphères. Toutes les sphères. Pas seulement le salaire, là, mais au niveau... parce que l'objectif, c'est de trouver des gens, aujourd'hui, quand je parlais du savoir-être, qui vont réellement fitter dans les organisations. Les compétences, là, ça s'apprend. Mais le savoir-être, et d'aller trouver des organisations qui correspondent à ce que les gens sont. Moi, je passe beaucoup de temps aujourd'hui à travailler avec les entreprises, à se définir. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise entreprise. Les entreprises dictatoriales ou plus très hiérarchiques, ben, il y a des gens qui aiment ça et qui sont heureux là-dedans. Mais il faut les trouver, ces gens-là. Et les gens, le COVID a accéléré cette réflexion que les gens ont, pas seulement la nouvelle génération. Ça, moi, je trouve que c'est un cliché. Aujourd'hui, non seulement nous et la plus jeune génération, on se pose des questions et on veut trouver des organisations dans lesquelles on va être bien, on va être heureux. Et je pense qu'aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment d'essayer de travailler à ces 2 niveaux parce que, vous le savez, des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur... Tu sais, on passe 80% de notre temps à travailler. Donc, tant qu'à faire, trouvons une organisation où on va être bien, on va être heureux et on va performer, c'est sûr. C'est sûr. C'était ça un peu ma prochaine question. Tu vois ça où, mettons, le futur de Fauve? Là, vous êtes combien? Mettons, toute ton organisation. On est une vingtaine à Montréal, puis là, on va être 16 ou 17 en France. Donc, ça commence... tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, jamais de la vie. Là. Je pensais jamais... Félicitations. Ouais. C'est quoi le recrutement, tu sais, avec la COVID? Ça a changé beaucoup dans ça a les changé dernières années. beaucoup. Mais là, on vit depuis 6 mois une période un peu plus tranquille, je dirais, parce que ça a vraiment été la folie pendant le COVID. La folie pure. Tu sais, on a refusé des dizaines et des dizaines de contrats parce que moi, je préfère refuser que de ne pas desservir correctement nos clients. Tu sais, on a un taux de réussite qui est énorme, là, qui avoisine les 90% ici, et en France, qui est de 100%. Donc, quand on prend un poste, on le comble. Moi, je préfère dire non que de ne pas être en mesure. Donc, l'avenir, je pense que là, c'est temporaire. Encore ce matin, j'ai écouté la radio. Dès que les taux d'intérêt vont rebaisser, ils devraient rebaisser. Je pense que là, actuellement, les entreprises sont très prudentes, surtout les plus grandes et les moyennes. Et la pénurie de main-d'œuvre, le taux de chômage a remonté un tout petit peu et pas vraiment dans la région de Québec.
mais globalement au Canada et au Québec, et en France aussi un petit peu, mais ce n'est que temporaire. Donc je pense qu'on va avoir encore de très belles années. Maintenant, c'est des belles années où je pense qu'il va falloir continuer à influencer sur cette notion de durabilité, de savoir-être versus savoir-faire. En France, on a énormément de travail à faire à ce niveau-là. La notion des... Vous pouvez même pas imaginer comment les gens se caractérisent beaucoup par les études qu'ils ont faites. Mhm. La pression sociale sur les grandes écoles est phénoménale. Chose qu'on vit pas vraiment ici, là, pourvu que tu aies un bac et que... on va pas te demander si tu as fait McGill ou l'UQAM. Peut-être, sur certains postes, on te le demande, mais c'est pas l'enjeu majeur. Ce qu'on va aller voir, c'est plus ce que tu as dans les tripes. Je pense qu'à ce niveau, en France, c'est peut-être très prétentieux ce que je vais dire, mais c'est quelque chose que j'aimerais qu'on fasse évoluer avec nos clients, cette notion de savoir-être versus le savoir-faire. Et puis, j'aimerais ça aussi à un moment donné ralentir. Mm-hmm. Sous quel format ça va se faire, je ne sais pas exactement. Ça va passer par quel changement, ralentir? En fait, être moins présent dans ma business. Okay. Peut-être prendre à Montréal, on est en train de mettre les choses en place pour que ce soit le cas, parce que le gros enjeu pour moi, en tout cas dans la business, c'est que c'est les ventes. C'est les ventes et que les clients sont beaucoup reliés à moi, puis c'est moi qui l'ai développé. Mais puis je suis bien fier. Ça, c'est un bon coup, je te dirais, dans la dernière année. Puis c'est l'EEB qui m'a amené là à lâcher prise sur les ventes, à embaucher des gens, à créer une culture de vente. Et on est en train de le faire. J'ai embauché une VP vente qui est extraordinaire. On a quelqu'un à l'interne qui commence à s'occuper de la direction de compte. Et donc ça, c'est vraiment les clients existants. Donc, pour détacher tranquillement. Ouais, me détacher tranquillement. Puis je vous dirais que moi, mon trip, moi, j'aimerais redevenir un adolescent avec ma femme. Donc, repasser du temps avec elle, voyager, même si c'est pas bon pour la planète. On voyagera en van. Donc, ce sera moins pire. Mais j'aimerais vraiment repasser plus de temps avec ma conjointe, avec mes enfants qui vont continuer à grandir et peut-être avoir des petits. Et puis, tu sais, moi, ma famille, elle est en Europe. Donc, à un moment donné, tout le monde va vieillir. Donc, ça va être important de passer du temps aussi avec mes proches. Et puis, je vous dirais que ce qui va me faire triper dans le futur, c'est de passer du temps encore plus avec des entrepreneurs. Mm-hmm. Puis peut-être de redonner au suivant à ce niveau-là. Je ne sais pas par quelle manière, mais je pense que c'est ça qui... J'aime beaucoup travailler avec les grandes entreprises. C'est cool. Hein? On a des clients extraordinaires, mais ça n'a rien à voir que de parler avec un entrepreneur. Ouais. Rien à voir. Puis d'influencer un entrepreneur sur cette notion de bien s'entourer, de trouver de l'équilibre dans tout ça, je pense que c'est ma future mission. Comment elle va être définie, je ne sais pas exactement, mais c'est vers ça que j'aimerais en tout cas. Ouais, très, très intéressant. Écoute, merci, Ali. Justement, quelles seraient les 3 principales qualités selon toi en terminant? Puis après ça, on a un petit questionnaire. Grande qualité. Une ou deux, là, que tu penses. L'humilité, pour moi, c'est une compétence, une valeur, appelons-le comme on veut, qui est, à mon avis, fondamentale chez les entrepreneurs et qui est très difficile à développer, à mon avis, au début, quand tu te lances, là. Mm-hmm. Puis j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, entre autres Jim Collins, la Good to Great, puis il a fait une étude sur vous le savez, sur les meilleurs entrepreneurs qui ont réussi, enfin les entreprises américaines qui ont réussi entre performer et être excellentes. Et la principale caractéristique de ces entrepreneurs, c'est l'humilité. Puis ça, c'est ce qui te permet de t'entourer bien de tout ça. La deuxième, moi, je pense que c'est la passion. Un entrepreneur, à mon avis, il faut qu'il soit passionné. Parce qu'avec ce qu'on donne et ce qu'on fait, ce qu'on donne vraiment, là, si on n'est pas passionné, malheureusement, je pense que c'est difficile. Puis la troisième, je dirais la résilience, la persévérance. Faut être résilient. Parce que, encore une fois, il y a des hauts et des bas. Très bon. Oui, parce qu'on entend souvent parler des hauts. Mm-hmm. Non, mais il y a des bas. Il y a beaucoup de bas. Il y a énormément de bas aussi. Puis encore une fois, à tous les niveaux, que ce soit financier, personnel, physique, moral.
Non, tout à fait. Tout à fait. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi la force de... Ben, tu sais que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Mais quand tu réussis à persévérer, c'est sûr, c'est très motivant, c'est très gratifiant de réussir à passer au travers de tout ça. T'avais-tu un autre point que tu aurais aimé discuter, Olivier? Avant qu'on passe peut-être un point que j'ai vite passé, puis qui a été quand même un élément décisif aussi dans l'évolution de Fauve, mais qui a été pour moi très difficile, c'est quand on a racheté ID, avec qui j'ai parti la boîte. Quelqu'un que je respecte encore énormément, puis qui a fait qu'on est arrivé à un certain niveau. Mais ça a été toute une épreuve pour moi. On était tous les deux très différents, avec des personnalités très fortes. Mais peut-être mon regret, c'est de jamais avoir été capable de s'accepter réellement dans nos différences et de vivre nos différences de manière positive plutôt que, entre guillemets, peut-être dans l'affront. Et ouais, ça a été tout un enjeu. Puis aujourd'hui, c'est sûr que c'est un enjeu financier aussi parce qu'on l'a bien racheté, mais c'est correct. Puis ça, heureusement qu'il y a eu IO, qu'il y a eu mes deux associés parce que... Ça, c'était l'associé du départ. Oui, mais ça s'est fait... Le rachat s'est fait il y a maintenant un peu plus de... Ça va faire 2 ans cet été. Et oui, c'est... Puis les raisons pour lesquelles vous vous étiez associés au départ? Parce qu'on était hyper complémentaires, puis que nos associés de l'époque, on avait des side partners, nos associés nous avaient un peu mis ensemble. Là. Que moi, j'ai parti, puis Heidi m'a rejoint au bout de 3 mois. Là. Mais ça a été le rachat d'un actionnaire, je pense que c'est toujours un enjeu, je pense. Ouais. Ça reste... Parce que quand tu as vécu 8 ans ensemble, dans notre cas, on avait vécu 8 ans ensemble, ça a été... C'est un tournant. Là, tu t'aperçois que les chemins sont en parallèle. Et encore une fois, je pense que dès le départ, si on avait vraiment posé les bases de nos valeurs, de ce qu'on voulait, peut-être que soit il n'y aurait pas eu d'association, soit elle aurait été peut-être plus solide dès le départ. Mais souvent, une des forces des entrepreneurs, c'est d'être toujours foncé. C'est une force. Aller vite. Ça peut être une force, mais ça peut être aussi un... Et la grande réflexion sur les valeurs, tout ça se fait plus tard, se fait rarement C'est rare à la que création. tu le fais au début. C'est ça l'expérience devrait qui être nous le amène cas, mais c'est ça. à y réfléchir plus tard. Mais initialement, on fait bien ensemble, on a des... Nous autres, on n'a pas le choix, on est des frères. Ouais, mais tu sais, les exemples sont multiples de frères ou sœurs que ça a été fait parce que ça devait être fait, mais qu'en bout de ligne, ça a été un chaos total. Ouais, c'est Puis sûr. rien qu'au Québec, on peut en donner des tonnes d'exemples. Exact. Mais Donc, moi, tant on a- mieux si ça continue à bien aller. Puis, on a des forces comme dans un couple, et il il a faut des se parler. faiblesses. T'as des forces et j'ai des faiblesses. Ça me va. On voit l'humilité. Ouais, c'est ça. On va y aller avec les questions en rafale, mon ami. Il y a vraiment du budget dans le show, là. C'est incroyable. Vas-y, qu'est-ce que moi commence? C'est toi. En business, croissance rapide ou développement stable? Ça dépend du Non, timing. non. Là, OK. Question en rafale, Un ou l'autre? de même. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère la croissance, Croissance rapide. Ça, c'est clair. Ton style d'entretien avec, mettons, un candidat ou un client, c'est très structuré ou c'est très conversation? Et conversationnel. Ouais. Moi, je suis au feeling total. Vous voyez, là, je m'étais pas préparé. Je sais pas si c'est correct ou pas, mais... Au niveau du recrutement, pour continuer sur la lancée de Max, tu plus vers l'expérience ou le potentiel futur? Potentiel. T'aimerais mieux embaucher quelqu'un qui parle 5 langues ou qui a voyagé dans 5 continents? Voyager dans 5 continents. Je savais.
ski hors piste ou Hors piste. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Oh, celle-là est... Mais il faut qu'il y ait de la poudreuse. Ouais, S'il n'y a pas de poudreuse, je veux pas hors piste. Ça m'intéresse pas. ouais, c'est sûr. de toute façon, le reste de la phrase, c'était où la première track damée du matin? Alors, on comprend. Ah, c'est sympa aussi, mais ski hors piste avec de la poudreuse, quand tu as goûté, là, c'est de la drogue totale. Justement, orgasme. Par rapport à ce genre d'orgasme, t'aimerais mieux l'avoir dans l'Ouest canadien ou les Alpes? T'aimes mieux l'Ouest canadien parce que t'as fait les deux, évidemment. Maintenant, je reviens aux sources dans les Alpes parce Ouais. qu'on bouffe et on bouffe vraiment bien. Vraiment. Par rapport à la bouffe? Ah, mais l'expérience globale, Ouais. tu me donnes la poudreuse dans les Alpes versus dans l'Ouest. Puis, en passant dans les Alpes, tu vas souvent marcher ou le faire direct avec les remontées mécaniques. Pour y avoir été en masse dans l'Ouest, ça coûte. C'est Ouais. pas très. C'est des hélicos ou des 4. Ouais, c'est ça. C'est pas très, très bicorp. En bateau, chiller sur le lac ou ski nautique? Et son fils, c'est un champion de ski nautique. Ouais. Un athlète Il de va haut au niveau. championnat du monde, normalement, cette année. D'ailleurs, il part à moi en Floride. Là. Chiller, si c'est de la voile, oui, de la voile, versus le ski nautique, ouais, je préférerais la voile. Tu as parlé de pêche tantôt. Pêche en eau douce ou en eau salée? Douce, en rivière, Ouais. le son de la Ouais. rivière, tranquille, Tranquille. pêche à la mouche. Hmm. Même si Marc veut pas venir pêcher avec moi. Alors, peu importe le moyen de transport, es-tu plus quelqu'un qui aime conduire ou être passager? Conduire. J'aime pas vraiment être passager. À batterie ou à gaz? Ben, si une batterie assez grosse, batterie, c'est cool. Moi, je vais y aller avec... je m'étais ajouté une question. Si tu veux bien y répondre, puis écoute, c'est en tout... de toute façon, tu vas comprendre ma question. Le meilleur intervenant que tu as eu à l'EB, puis je veux pas dire le pire, mais lui avec lequel, mettons, tu aurais moins connecté. Ben, le meilleur, Parce qu'il y en a eu de tout. le meilleur, j'en ai eu je dirais une couple. J'en ai eu deux en Par rapport à particulier. lui. Ouais, par rapport à toi, c'est pas par rapport à... Oui, mais il y en a deux en particulier, moi, qui m'ont marqué beaucoup, qui est David Marotte, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que aussi on venait du même univers. Mhm. On a, tu sais, ce qu'il expliquait, ça venait me chercher parce que c'était dans le monde des services. Ouais. Puis un qui m'a beaucoup, beaucoup touché, c'est Martin Deschênes. Mhm. Vraiment, avec la musique, là, c'était... Puis ça m'a touché parce que ça a touché aussi l'ensemble de la cohorte. J'ai vu les gens vraiment dans la vulnérabilité totale. Donc, je pense que c'est les deux qui m'ont le plus touché. Bon, j'ai adoré Rock aussi. Ouais. Mais Rock, moi, aujourd'hui, pour moi, c'est pas un intervenant, c'est un ami. Puis Mhm. d'ailleurs, on l'a fait intervenir dans nos 10 ans. C'est lui qui a fait nos 10 ans. C'était exceptionnel. On a fait la formation qu'on a fait à l'EB. Celui qui m'a moins touché, ça, j'ai pas de cachette, même s'il est de Québec. C'est M. Charret. Moi, j'ai pas accroché. Là. Ouais, plus très... Je rentrerai pas dans le structuré, détail. ouais. Mais c'est bon. Mais tu sais, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais moi, Non, j'aurais c'est par pas rapport à ton fait personnel. Mm. Exact. Le Québec en un mot et la France en un mot. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ça, Bonne c'est question, bon. ça. Ouh. C'est bon. Le Québec, je dirais wild, sauvage. Dans tous les sens, d'ailleurs. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure. La question, là, mais... Et la France, traditionnelle. Ok. Les deux opposés. Les deux opposés, oui, exact. Le yin et le yang. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Olivier. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci de t'avoir prêté au jeu de C'est une profession entrepreneur. toute une expérience. Puis, je sais pas si c'était cousu, décousu. là. C'était parfait. C'était parfait. Parce que tout est parfait. Tu l'as appris, ça aussi? Non, justement, non. Je pense que tout La est imparfait. gratitude. Ouais, mais la gratitude, c'est pas la perfection. Là. Non, mais tu peux te dire que tout était parfait. Mais c'était Et le fun. aujourd'hui, tu as été parfait. Mais c'était le fun. En tout cas, merci beaucoup de Merci votre temps, puis du temps que vous accordez aux entrepreneurs, parce que je pense qu'on vit tous des belles réalités, puis
que vous donniez la chance à des entrepreneurs d'en jaser, d'en parler. C'est vraiment le fun, je trouve. Vraiment... Oui, puis de faire ressortir, nous, l'objectif aussi, c'est de faire ressortir pas juste des... Tu sais, parce qu'on en voit beaucoup de podcasts, là, c'est une mode, les podcasts, mais on voit beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, souvent les mêmes qui vont revenir dans les discussions, dans les podcasts. Mais nous, on souhaitait le faire aussi avec, tu sais, des gens, tu sais, des PME, pas nécessairement connus, mais qui ont tout intérêt à se faire connaître puis à être connus, justement, Oui, puis des gens. l'histoire de l'entrepreneur aussi, et non pas la présentation de ton offre de service, de qu'est-ce que... Ça, c'est un autre panel, ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Pourquoi tu l'as fait? C'est ton histoire est vraiment intéressante. Le voyage entre de chaque côté de l'Atlantique. Fait que c'est ça qu'on veut mettre en lumière, qu'on veut mettre de l'avant, puis d'avoir accès à l'entrepreneur, puis de connaître son histoire, puis pourquoi tu l'as fait. Puis tu avais eu plein de raisons d'arrêter d'être entrepreneur. Ouais. Puis tu as continué. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis si on réussit à accrocher une personne qui écoute le podcast et qui dit « Tabarouette, Olivier le fait, puis je suis un peu dans la même situation, on continue, on fonce. » Mais ce sera mission accomplie pour le podcast. Merci en tout cas. Moi, je le vois vraiment. Je te suggère même de l'utiliser comme carte de visite. Parce que si tu as un gros pitch à faire, ou tu veux, de toute façon, votre réseau va l'écouter, le podcast. Ton réseau de partenaires, de clients, d'amis. Puis je pense que c'est une bonne façon d'apprendre à te connaître. Ben merci. Puis je pense que moi, je tiens à te féliciter aussi pour dire, tu sais, une jeune entreprise, j'ai besoin d'une firme comme la tienne. Ben, avoir appris à connaître Olivier, la façon que vous avez bâti la business, je pense que... Mais je te dirais que... puis c'est pas... je veux pas être prétentieux, mais ce que j'ai été là, c'est ce que je suis avec mes clients, et surtout ceux qui me suivent depuis 20 ans. Je t'avouerai, bon, il y a peut-être des histoires un peu financières qu'ils vont apprendre, mais globalement, les gens qui travaillent avec moi, ils travaillent avec moi pour le plus... beaucoup pour le cœur, pour la personne. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand un des premiers clients qu'on a eu, nous, c'est Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec, quand je les ai rencontrés, on n'avait pas un employé. C'était Carole à l'époque, elle m'a dit « Moi, je te fais confiance, ton histoire, elle est le fun. Puis j'ai le goût de t'encourager. Ça va marcher ou ça ne marchera pas. » Bon, dans le cas, ça a marché. Mais moi, je suis vraiment un livre ouvert. Hein. Peut-être un peu trop, des fois. Ça fait un peu capoter, des fois, mes associés. Ils ont toujours peur de ce que je vais sortir comme lapin. Mais avant d'avoir 20 employés, ça en prend un. Avant d'avoir 20 clients, ça en prend un. Ça fait cette chance-là, cette opportunité-là de commencer. Puis je te dirais, aujourd'hui, je vois mes enfants qui sont 2 ados. J'en reviens pas comment... En tout cas, j'en côtoie d'autres, mais moi, j'ai 2 ados qui sont des livres ouverts. J'ai une fille, c'est hallucinant, là. Et puis un gars aussi, chacun a leur façon d'être, et je pense qu'aujourd'hui, ma mission, moi en tout cas avec mes enfants, c'était pas, oui, ils vont, j'ai aucun doute qu'ils vont réussir, mais c'était de développer leur autonomie et leur capacité à être eux-mêmes et à se tenir debout, là, comme vous dites au Québec. Et je pense que ça, ma mission accomplie, puis ils ont du tempérament, puis pas à peu près. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent être entrepreneurs et tu penses qu'ils vont se lancer dans quelque chose? Ou? Ah, les deux, je pense qu'ils ont vraiment les capacités. Maintenant, Anaïs, elle veut à tout prix être médecin. Donc, mais moi, je pense qu'ils vont être entrepreneurs, les deux. Ben, Louis, il sera peut-être plus entrepreneur, mais comme vous, là. Lui, il veut faire du cash et de la finance. Là. Donc, je sais pas s'il le fera pour quelqu'un ou s'il le fera lui-même. Puis Anaïs, elle a vraiment... Elle, c'est inné. Là. C'est une leader... Puis une leader qui a beaucoup de... Plus que moi, je pense, beaucoup d'empathie. Et... Bon, j'ai des enfants assez exceptionnels. Je suis chanceux. Ma fille m'a dit arrête de le dire aux autres, dis-le moi de temps en temps. Ben, dis-lui. Écoute le podcast. Puis, mais c'est. Je suis chanceux d'être entouré. Ben, tu sais, à la base, ça vient aussi de ma conjointe. Hein. J'ai une conjointe. J'en aurais pas deux comme ça, là, ça c'est sûr, pour me supporter déjà. Mais on est chanceux. On a vraiment une belle famille. Et, le sport. Tu
Tu sais, s'il y a des jeunes parents qui écoutent, moi, je pense que les sports ou tout ce qui est autre activité scolaire, parascolaire, si vous pouvez amener vos enfants à s'épanouir là-dedans, c'est assez exceptionnel. Moi, c'est des athlètes, là, ils ont performé beaucoup dans les sports et encore aujourd'hui, aujourd'hui, Anaïs, elle redonne, là, elle est coach. Et hier, justement, elle a eu un feedback de sa boss des coachs et que c'est phénoménal. D'avoir que des jeunes entre eux soient capables aussi de se donner ce feedback, là, c'est assez phénoménal. Puis, tu sais, moi, mes enfants, ils voyagent tout seuls depuis qu'ils ont 10 ans, hein, mais tout seuls, là, ils partent en Europe tout seuls. Là. Bon, il y a des gens qui nous prennent pour des fous, là, parce qu'on a vraiment une vie de cinglé, là. Mais en même temps, je pense que c'est au-delà des diplômes qu'ils iront chercher, ce qu'ils ont appris, c'est exceptionnel, exceptionnel. Tu vois, Louis, là, il part encore un mois en Floride tout seul. On ne sait même pas exactement où il va. Il va dans un camp là, avec l'équipe canadienne, mais on ne sait même pas trop. On fait confiance à la vie. Là. Aurais-tu aimé qu'ils prennent la relève de l'entreprise? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Puis vraiment, il le souhaitait. Mais tu sais, c'est un peu plus compliqué aussi quand tu as plusieurs associés. Là. Non, je pense pas. Je sais pas. L'avenir nous... Mon frère a repris la business de mon père, puis c'est un grand succès. Moi, je l'aurais pas fait. Moi, je préfère créer. Là. On le verra. Merci encore. Merci. Merci, Olivier.